Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire en ligne, en direct, aujourd'hui, ce jeudi matin. On a encore des petites secondes d'avance, une petite minute d'avance. Je vois que les gens sont déjà arrivés en ligne, donc c'est super. Donc bienvenue à tous. Comme vous le savez peut-être déjà, on organise régulièrement des événements comme ça en ligne. Où on partage bien sûr sur des sujets qui nous importent autour de la formation, puisqu'on est une agence de formation qui le gère. Donc voilà, on accompagne, juste deux mots sur Texagère, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaîtraient pas. On accompagne du coup les marques et les grandes enseignes, notamment dans le retail, sur tous les secteurs, pour les aider à structurer leur offre de formation, créer les parcours, les modules, et puis former les gens sur le terrain partout dans le monde. Donc voilà, aujourd'hui, on a la chance d'avoir mis en place ce webinaire et d'avoir des super experts invités. Donc 4 experts invités parmi notre communauté d'experts et de consultants formateurs. On va se concentrer aujourd'hui sur le sujet du test de personnalité. On avait ciblé 4 tests sur lesquels on voulait présenter, expliquer, voir comment on peut les organiser, les utiliser surtout dans des parcours. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Claire Berthélémy. Bonjour Claire. Bonjour à tous, ravie. Alors, je me présente très vite. Moi, je suis du coup praticienne certifiée MBTI et c'est l'outil que je vous présenterai aujourd'hui. Exactement, merci Claire. Merci d'être présente. On reçoit également Françoise Quichot. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis Françoise Quichot et je suis certifiée aux outils DISC et WP Mode que je vais vous présenter avec grand plaisir aujourd'hui. Merci Françoise. Et on reçoit également Pierre-Alain Laval. Bonjour à tous, donc moi je suis consultant certifié StrengthsFinder. Merci Pierre-Alain d'être là. Et enfin Eric. Bonjour, et moi comme Françoise, je suis aussi consultant certifié DISC et WP Mode et moi c'est le DISC que je vais présenter. Super, merci Eric. Merci de votre présence. Je pense qu'on va passer un super bon moment. On vous a préparé une présentation pour vous expliquer, que chaque expert puisse vous expliquer l'intérêt, l'audience, voilà, les différents détails sur les différents tests de personnalité, les 4 tests. N'hésitez pas, sur la droite, vous pouvez poser des questions. Il y a aussi Sarah qui est dans nos équipes, qui s'occupe de la modération, qui vous a fait un petit coucou, qui va récolter les questions. À la suite de la présentation qui devrait durer 40 minutes, 45 minutes, on passe un bon quart d'heure, 20 minutes sur les questions et on reviendra sur chacune des questions dans le détail. Donc n'hésitez pas, ça peut être des questions très précises, très larges sur les différents tests. Enfin voilà, toutes les questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les écrire au fur et à mesure. Et je vous propose qu'on commence du coup tout de suite. J'espère que vous êtes confortablement installés et que voilà, on peut d'ores et déjà avancer. Donc, pour rappel, on a Françoise qui est experte sur WP Mode, Claire sur MBTI, Eric sur DISC et Pierre-Alain sur StrengthsFinder. Et on va commencer par Pierre-Alain, du coup, qui va prendre la main pour nous expliquer le test StrengthsFinder. Je te laisse la main. Alors, c'est parti pour le StrengthsFinder. Donc, moi, je suis consultant certifié StrengthsFinder depuis maintenant 5 ans. Donc, j'ai accompagné des individus et des entreprises autour de ce test pour des applications individuelles et collectives. Donc, on va voir un petit peu plus loin justement ces différentes applications. Mon profil, et je vais commencer par vous partager mon profil. Donc, moi, mon top 5 de mes talents, c'est restaurer, futuriste, réalisateur, responsable et focalisation. Et j'ai plutôt un profil qui se situe dans la zone exécution. Donc, le StrengthsFinder, c'est un test qui a été inventé par un psychologue américain qui s'appelle Donald Clifton. Il est disponible en ligne depuis 1999, en 25 langues, et il a été passé aujourd'hui environ 23 millions de fois. Donc, c'est un test qui a été conçu pour aider les personnes à identifier et comprendre quels sont leurs talents naturels. Un talent étant un schéma de pensée, de sentiment, de comportement, naturellement récurrent et qui peut être appliqué de manière productive. Donc, un talent, quelque part, c'est quelque chose qui n'est pas enseignable, c'est quelque chose qui est censé être inné. Et typiquement, c'est la réponse à une question que vous pourriez vous poser qui est « Quels sont les types d'activités pour lesquelles je suis naturellement attiré ? Quel type d'activité j'apprends rapidement ? Et qu'est-ce qui me donne de l'énergie ?» Donc,
Comme son nom l'indique, hein, ce test vise à rechercher ses forces. Et c'est la recherche des forces en se basant sur les talents. Et la force, en fait, c'est la résultante des talents nourris par le développement des connaissances et des compétences sur ces talents. Donc, pour finir sur la présentation générale, donc le StrengthsFinder présente un référentiel de 34 talents qui sont classés en 4 grandes catégories qui sont exécution, influence, relationnel et stratégie. Alors, le StrengthsFinder, c'est pour quel public? Donc, on a différents types de publics possibles. Alors, principalement, c'est en entreprise / administration. Ça peut être des utilisations ponctuelles, par exemple, dans le cadre d'un coaching individuel ou collectif. Donc, ça peut être une première étape dans la discussion avec le coach pour apprendre à mieux se connaître et aller un petit peu plus loin dans le coaching. Autre façon ponctuelle de l'utiliser, ça peut être au sein d'un parcours de formation. Donc, c'est une première étape avant de démarrer un parcours de formation. Et on a aussi certaines organisations qui ont choisi d'avoir le StrengthsFinder comme un élément global de leur organisation, donc ce qu'on appelle une organisation basée sur les talents. Et on a quelques exemples publics d'entreprises qui utilisent ce StrengthsFinder, qui sont Facebook, Southwest Airlines et Accenture. Il est également utilisé dans l'éducation parce que c'est un outil qui permet de mieux se connaître, de connaître ses talents, et donc ça peut être utile pour l'orientation des étudiants et des lycéens. Pareil, il y a quelques universités américaines qui l'utilisent comme Yale, Harvard, Princeton, et il peut aussi s'utiliser à titre privé dans le cadre du live coaching. Alors, l'intérêt du StrengthsFinder, c'est que c'est un outil qui est basé sur la psychologie positive, c'est-à-dire que c'est un test qui va donner des résultats que sur des talents et des choses positives de l'individu. On ne va pas du tout chercher à identifier des faiblesses, mais au contraire, identifier ses talents pour apprendre à travailler dessus et à créer des compétences et des connaissances qui sont sur des bases solides qui permettent d'être dans une zone de force et non pas dans une zone de stress. C'est un test qui a aussi un autre intérêt. C'est un test qui est sur mesure, c'est-à-dire que comme vous avez 34 talents qui sont classés donc, du plus représentatif au moins représentatif, vous avez, avec la combinaison des probabilités, une chance sur 34 millions de tomber sur une personne qui a exactement le même top 5 que vous, et une chance sur 447 trillions de tomber sur le même top 10 que vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un résultat du StrengthsFinder, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et donc, vous n'aurez personne sur Terre qui aura exactement le même top 34 que vous. Et ça s'illustre par le petit brin d'ADN, en fait, avec les différentes forces là, que vous pouvez voir sur la droite du slide. Il y a aussi un autre intérêt, c'est que d'après les études qui ont été menées, en fait, les personnes qui se concentrent sur l'utilisation de leurs forces, elles sont 6 fois plus susceptibles d'être engagées dans leur travail et 3 fois plus susceptibles d'avoir une excellente qualité de vie. Donc, le StrengthsFinder, c'est très simple d'utilisation. Donc, c'est un test qui se passe en ligne, qui prend 40 minutes. Il y a 177 questions et vous avez, dans un premier temps, des PDF qui sont automatiquement générés et qui vous expliquent un petit peu votre profil et qui sont personnalisés parce que donc, le StrengthsFinder utilise de l'intelligence artificielle pour pouvoir justement faire un résultat qui est assez personnalisable par rapport à ce que vous avez répondu. Donc, c'est dans le même esprit que la personnalisation. Pour deux personnes qui ont le même top 5, par exemple, vous allez avoir des explications qui vont être un peu différentes. Alors, tout ça, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes et c'est pour ça que c'est très important d'avoir... donc, on pourrait effectivement passer le test tout seul, mais c'est quand même important de faire appel à un coach pour aussi rappeler les définitions et accompagner l'individu pour qu'il se pose les bonnes questions pour avoir une bonne compréhension de son résultat. Donc, sur la partie droite de la diapositive, on voit effectivement que ça s'applique au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Et ça peut se faire aussi dans une entreprise. On peut imaginer que voilà, si vous le faites au niveau collectif, il faut aussi le faire au niveau individuel. Donc, mais on démarre toujours par une démarche individuelle pour pouvoir débriefer à la personne son profil et ensuite le mettre en commun pour pouvoir mettre en commun tous ses talents et toutes ses forces au sein d'une organisation. Donc là, je vais prendre l'exemple typiquement, je parlais tout à l'heure de l'utilisation ponctuelle du StrengthsFinder.
Donc, ça peut être utile, par exemple, dans le cadre de la création d'une nouvelle équipe. Donc, ça permet aux gens, effectivement, de mieux se connaître et de partir sur des bases solides dans l'équipe. Donc, en termes de bonnes pratiques, quand on lance une démarche StrengthsFinder, c'est très important en entreprise de se poser la question pourquoi est-ce qu'on souhaite le mettre en place. Il convient en fait de l'intégrer dans une démarche, dans une stratégie globale de la gestion des talents. C'est très important aussi de faire appel à un coach pour pouvoir faire ressortir toutes les définitions et s'assurer que la personne qui a passé le test a bien compris toutes ces définitions. Et bien sûr, les résultats du test, ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment une première brique dans le cheminement d'un développement personnel qui peut être aussi appliqué en entreprise. Ok, c'est très clair, hein, merci. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, je vois qu'il y en a qui arrivent, il y a des discussions dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions, on reviendra après sur les différents tests si vous avez besoin dans la partie questions. On va maintenant passer à la partie disque avec Eric. Tu veux peut-être te présenter en quelques mots et puis ensuite nous expliquer le disque. Tu veux que je me représente, Alexandre? Rapidement, peut-être, ouais. Eh bien, donc, Éric Chabrol, consultant certifié sur le disque. Ça fait une grosse dizaine d'années que j'utilise le disque et je suis certifié depuis 4 ans. Ça permet d'illustrer aussi peut-être un point, on reviendra après sur les points d'alerte, sur justement, c'est un outil qui est assez connu maintenant, le disque, qui est bien diffusé dans le monde de l'entreprise. Il y a beaucoup de gens qui, comme je l'étais moi aussi à une époque, forment sur ce sujet-là sans être pour autant certifiés. Et on reviendra dessus à la fin, c'est un des points d'alerte sur ce test-là. Alors, le disque est issu des travaux d'un psychologue du début du XXe siècle, qui était William Marston. Et Marston, il a écrit un livre qui pose la théorie, le fondement de la théorie du disque, qui est Different Types of Men, qui a été traduit par les différents types de personnalités. Et dans ce livre, il identifie en fait 4 grands comportements qui sont le fruit de 4 tendances comportementales. Alors, pour la petite histoire, il est aussi connu pour être le père d'un personnage comics très populaire qui est Wonder Woman. Et ça l'a un petit peu desservi au début, ça a un peu desservi sa théorie du disque notamment, puisque on se disait dans les cercles scientifiques, mais quelqu'un qui écrit du Wonder Woman ne peut pas être très très sérieux. Donc voilà pour la petite anecdote. Alors c'est un test qui est donc utilisé depuis maintenant de nombreuses années. Alors, le questionnaire tel que certains d'entre vous l'ont peut-être passé, tel qu'il est diffusé, n'existe pas depuis cette époque-là. Il a été créé dans les années 80-90. Et ce qui fait de ce questionnaire de personnalité un des plus diffusés aujourd'hui depuis le plus longtemps. Et donc, ça lui donne un taux de fiabilité, de prédictibilité qui est particulièrement performant. Donc le profil qui est testé de vous lorsque vous faites un test disque, il a été affiné, l'outil, l'algorithme qui est derrière a été affiné depuis de nombreuses années au travers de tous les questionnaires qui ont été passés, et ça donne un résultat donc qui est généralement plutôt parlant et on se reconnaît dans le questionnaire du disque. Même si des fois, comme tous les inventaires de personnalité de ce type-là, on a parfois un peu la première réaction de dire oh, c'est vraiment ça, mais voilà, il est quand même plutôt pertinent. Alors, les 4 grands comportements du disque, les voilà. Alors, les 4 tendances, c'est axe vertical, notre perception de notre environnement. Est-ce qu'on perçoit notre environnement comme étant utile ou est-ce qu'on le perçoit comme étant favorable? Et se détachent ainsi 2 tendances. Si je perçois mon environnement comme étant hostile, eh bien, je vais avoir tendance à essayer de le changer. Et donc, c'est un comportement qu'on appelle qui est centré sur la tâche. Je vais faire des choses pour essayer d'adapter l'environnement autour de moi. Je suis en réaction contre cet environnement. Alors qu'à l'inverse, toujours sur l'axe vertical, si je perçois mon environnement comme étant favorable, je vais essayer, moi, de m'y adapter, de me fondre dans cet environnement. Et donc, ça donne un comportement orienté sur l'humain, le relationnel. La première tendance comportementale, elle est ici, sur l'axe vertical. Mon rapport à l'environnement définit mon comportement, orientation plutôt tâche. Je fais des choses, j'ai besoin d'agir, d'être occupé. Et c'est des profils comme on en connaît très certainement tous, besoin de faire toujours plein de choses. Ou alors, à l'inversement, des comportements plutôt centrés sur le relationnel. Quand vous voulez connaître l'un ou l'autre, c'est bien simple. Vous voulez faire connaissance avec quelqu'un qui est plutôt orienté sur la tâche, vous faire quelque chose avec. Il faut l'inviter à faire du jardinage, travailler,
quoi que ce soit, mais faire quelque chose. Alors que si vous voulez connaître quelqu'un qui est plutôt sur le bas de l'axe vertical, centré sur l'humain et le relationnel, il faut l'inviter à un moment de convivialité, une soirée, un dîner, quelque chose où vous allez pouvoir être plutôt dans la convivialité. Donc, premier axe, vraiment, les deux premières tendances, tâches ou relations. Axe horizontal, lui, définit le rapport de force qu'on entretient avec notre environnement. Est-ce que je me sens plus fort que mon environnement ou est-ce que je me sens moins fort que mon environnement? Si je me sens plus fort que l'environnement, je suis plutôt sur la droite de l'axe horizontal, je suis plutôt en confiance et donc je vais avoir tendance à agir rapidement. Alors qu'à l'inverse, si je me sens moins fort que l'environnement, j'ai tendance à à me méfier, à observer et à réfléchir avant d'agir. Schématiquement, et c'est vraiment très caricatural ce que je dis là, c'est plus je suis sur la droite de l'axe, plus j'agis avant de réfléchir. Et parfois, après coup, on se dit « Ah, j'aurais peut-être dû réfléchir ». Et à l'inverse, si je suis sur la gauche, je réfléchis, j'observe beaucoup et des fois, le train y passe et j'ai oublié d'agir. Voilà, vraiment de façon très caricaturale, comment on peut résumer ces quatre comportements-là. Alors, on est tous, en fait, le fruit de chacun de ces quatre comportements en nous, d'après la théorie du disque. Et si je suis plutôt centré sur la tâche et en même temps dans l'action, donc le quart en haut à droite, je vais avoir un comportement de type dominant. La dominance qui est l'image des meneurs, qui sont des gens qui sont plein d'énergie, plein de force et qui se décident vite, qui avancent vite. Si je suis plutôt tendance action et en même temps centré sur le relationnel, c'est l'image du leader, du communicant, de l'homme politique un peu. Ce sont des gens qui ont une grande capacité à créer du lien, qui portent un regard positif sur l'environnement. C'est la couleur jaune, c'est la chaleur, c'est le soleil. Si je suis plutôt en bas à gauche, c'est le profil du stable. Donc, je suis centré aussi beaucoup sur l'humain, mais avec une touche plus authentique, plus sur l'observation, plus un facilitateur dans un groupe que celui qui va prendre facilement la parole, comme l'influent. Et le stable se définit notamment par son rapport au temps. Ce sont des gens qui s'inscrivent dans le temps, qui sont capables d'endurer des situations longtemps, qui sont plutôt méthodiques et qui excellent dans la rassurance avec les autres. Et enfin, le dernier, qui est t'es allé trop vite avec son... Le dernier en haut à gauche, qui est donc le conforme, celui-ci qui est centré sur la tâche, qui a besoin de faire aussi beaucoup de choses, et qui est beaucoup dans l'observation. C'est le profil type souvent de l'expert, celui qui calcule très vite, qui analyse, qui est perçu comme étant plutôt froid et en tout cas très objectif dans sa prise de décision. Ces quatre comportements-là aussi sont drivés par des émotions qui les définissent. Le rouge est plutôt dans la colère, l'influent est plutôt dans la joie, le stable plutôt dans la tristesse pour les autres, comme on dit, l'empathie, en tout cas le lien pour les autres, et le conforme qui est drivé plutôt par la peur. Ça fait un petit peu peur, mais plutôt par la peur de ne pas être au niveau. Ce sont des gens qui ont un cadre de conformité qui est fort et ils ont besoin de se conformer et ils veulent surtout ne pas rater ce standard qu'ils se sont fixés. Alors, quand vous passez le questionnaire DISC, vous avez un rapport qui vous est donné, un rapport qui fait une bonne vingtaine de pages, ça fait un petit peu de lecture. Alors celui qui est le plus connu, c'est celui qu'on voit à gauche. Le rapport DISC donne deux profils, un profil dit naturel et un profil dit adapté. Alors, le principe de la personnalité humaine, c'est qu'on s'adapte toujours à notre environnement, donc c'est normal d'avoir deux profils. Quand on fait des débriefs sur le disque à nos participants, ce à quoi on porte attention dans la différence entre le naturel et l'adapté, c'est pas tant qu'il y ait des différences, c'est plutôt que ces différences ne soient pas trop larges. Parce que plus il y a de différences, plus ça veut dire qu'il y a d'adaptation dans le comportement. Et une adaptation, ça consomme de l'énergie. Et cette adaptation, naturellement, on va lui consacrer de l'énergie qu'on va pas pouvoir mettre ailleurs. Et si je consacre trop d'énergie sur le temps, ça génère beaucoup de fatigue. Donc, c'est là le warning qu'on met parfois avec délicatesse à nos participants. Mais en règle générale, le style naturel et le style adapté sont assez proches l'un de l'autre.
Et celui que vous voyez sur la droite, alors il dit la même chose, mais il positionne en fait le profil. Alors vous voyez les deux, hein, l'étoile et le rond, qui sont l'un l'adapté et l'autre le naturel. Plus ils sont proches, encore une fois, mieux c'est. Et le positionnement sur le rond permet bien d'identifier notre posture plus facilement. Il est aussi particulièrement intéressant le positionnement sur le rond dans les actions d'équipe qu'on fait, puisque c'est un questionnaire individuel, mais qui peut aussi se diffuser en équipe. C'est même particulièrement intéressant de le faire auprès d'une équipe, parce que ainsi sur le rond, ça me permet de positionner tous les membres d'une équipe et de voir les différences entre les uns et les autres. Et souvent, c'est assez révélateur auprès d'une équipe qui est déjà constituée. Ça permet bien de comprendre pourquoi, parfois, en termes de communication, ça ne fonctionne pas. Ou pourquoi ça fonctionne mieux avec certains d'autres. Et donc, de lisser un peu et en action de formation, de travailler sur la communication, la cohésion d'un groupe. Ouais. Alors, à quel public s'adresse le disque? Alors, à tout le monde. Là, c'est vraiment un outil qui est très large dans sa division. C'est un outil de communication, on reviendra dessus après. C'est pas un outil d'analyse de la personnalité, c'est pas un outil d'analyse psychologique, c'est vraiment un outil qui est orienté communication. Tout le monde est concerné. Quand on forme dessus, hein, on met les warnings hein, en expliquant bien que c'est valable dans la sphère professionnelle, c'est valable dans la sphère personnelle aussi. Et nos participants se retrouvent, vont retrouver des comportements dans tous les domaines de leur vie. Et donc, c'est valable aussi, quel que soit le niveau je dirais, dans l'entreprise, que je sois un vendeur, un manager. C'est utile pour les populations qui sont en lien avec le client, pour adapter sa communication avec le client, adapter le comportement qu'ils ont avec leurs clients. Et c'est utile aussi à des managers pour s'adapter à leurs équipiers. C'est pas adapté à de jeunes adultes, hein, notamment je pense aux populations de vendeurs où on nous demande parfois de former des tout jeunes, par exemple des alternants ou autres. C'est pas toujours très adapté puisque la personnalité est encore autour de la vingtaine en train de se construire et de s'affiner. Donc on conseille plutôt de le faire sur des gens un petit peu plus mûrs. Donc l'intérêt du disque dans le monde de l'entreprise, c'est que c'est vraiment un outil comportement. On schématise parfois la personnalité en utilisant l'image de l'oignon. Vous savez, un oignon, vous enlevez les couche après l'autre. Et le disque, lui, c'est pas la couche la plus profonde, c'est pas celle qui est à l'intérieur, qui est notre intimité, hein, notre moi tel qu'on se définit, mais c'est vraiment celle qui est à l'extérieur, qui est basée sur des comportements observables. C'est en ce sens où le disque est un outil plutôt bien diffusé dans le monde de l'entreprise et que tout le monde peut assez facilement s'approprier parce qu'il est basé vraiment sur des comportements observables. Ce qu'on voit des gens autour de nous, on peut ainsi comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi les gens se comportent ainsi et identifier les tendances comportementales des gens autour de nous. Donc c'est un outil qui est peu intrusif et ça évite le côté parfois malaisant qu'il peut y avoir sur certains questionnaires de personnalité où des participants nous disent parfois oui mais bon c'est quand même un petit peu intime. Le disque, on n'a pas ce frein-là, il est vraiment facile à prendre en main par tout type de collaborateurs. Alors, comment utiliser le disque? Je le disais à l'instant, c'est valable pour tout le monde. Donc, c'est vraiment un outil comportemental. Quand il y a besoin d'affiner la communication, quand il y a besoin d'adapter notre communication, que ce soit au sein d'une équipe, entre managers, dans une équipe. Alors, comme le disait Pierre-Alain tout à l'heure, c'est aussi judicieux dans une équipe qui se construit. Parce que incidemment, ça permet aussi de créer du lien. C'est quand même plutôt sympa. C'est une approche qui est assez ludique, le côté couleur. Ça parle assez facilement à tout le monde. Donc, ça permet aussi beaucoup de créer du lien au sein d'une équipe. C'est aussi très utile quand on a à échanger avec des gens de l'extérieur de l'entreprise, typiquement des clients. Voilà, donc quelques conseils pour terminer. Associer toujours un débrief personnel à une formation. Quand on fait une formation sur le thème du disque, on recommande toujours de commencer par passer le test à titre personnel, être débriefé par un formateur certifié sur le sujet. Il faut compter entre 45 minutes et 1 heure pour un débrief de qualité et cette démarche individuelle. Et ensuite, étendre la démarche à une équipe pour travailler, fluidifier la communication auprès de l'équipe.
Dans les quelques warnings, ce que je disais tout à l'heure, c'est un outil qui est maintenant plutôt connu dans le monde de l'entreprise, le disque. Beaucoup de gens connaissent le disque. Beaucoup de formateurs utilisent le disque. Et il est parfois un peu banalisé et un peu caricatural. Donc, attention à cet effet caricatural. Quand on a tendance à vouloir mettre des gens dans des petites cases. Ah, toi, t'es un jaune, toi, t'es un bleu. C'est malheureusement des choses qu'on entend assez souvent. Et voilà, je voulais vraiment dresser ce warning-là. On n'est pas qu'une seule tendance, on est vraiment le fruit de l'ensemble de nos comportements et on ne peut pas se définir uniquement de façon maladroite par une couleur. Hein. Ok, merci, c'est très clair. On va passer maintenant au MBTI avec toi, Claire. C'est parti. Du coup, tu Alors, es experte certifiée MBTI. oui, c'est ça. Donc, je suis praticienne certifiée MBTI. Je suis aussi formatrice et coach professionnel RNCP et consultante en management. Donc, voilà, je vais vous présenter le MBTI aujourd'hui en tant qu'outil de personnalité. Le MBTI, c'est le questionnaire de personnalité le plus utilisé au monde aujourd'hui. Il fait l'objet de recherches depuis plus de 50 ans et est traduit en 30 langues. Il se base sur les travaux du monsieur que vous voyez en haut à droite, qui s'appelle Carl Jung, qui a écrit un pavé comme ça sur les types de personnalités au début du XXe siècle. Et les deux femmes que vous voyez à droite, Katharine Brix et Isabelle Meyers, ont essayé de rendre accessibles ces travaux extrêmement riches de Jung au travers d'un questionnaire mis à disposition de tous. Donc, ce questionnaire, elles l'ont développé dans un contexte d'après-Seconde Guerre mondiale. C'est important parce que l'objectif pour elles, c'était surtout de montrer qu'il y avait différents types de personnalités et que toutes les personnalités étaient valables et avaient leur place dans le monde d'aujourd'hui et d'hier. Donc voilà, elles ont fait ça dans un sens vraiment éthique et bienveillant, qui est très important. Le succès du MBTI s'explique notamment par l'entretien d'autodiagnostic qui est associé au questionnaire. Ce qu'on va chercher dans le MBTI, ce ne sont pas les compétences des personnes, mais vraiment leur style naturel, ce qu'on appelle une préférence. Pourquoi on va chercher ça? Parce qu'aujourd'hui, quand on arrive à la quarantaine, à la soixantaine, on a joué plein de jeux dans sa vie. Et ce qu'on va rechercher, c'est finalement ce qui est le moins énergivore pour nous, ce qu'on fait le plus naturellement pour comprendre au travail ou dans son environnement professionnel ou familial, pourquoi parfois on a des baisses de motivation, des baisses d'énergie et des difficultés de communication. Donc le MBTI va vraiment chercher ça et c'est pour ça qu'on a un entretien en parallèle du questionnaire. L'objectif, c'est d'aider le participant ou la personne qui passe le questionnaire à déterminer son profil naturel qui peut avoir un petit peu perdu au cours de sa vie. Donc, on va explorer 4 dimensions dans le MBTI. La façon dont on tire son énergie, dont on se ressource. Donc, on est soit en préférence extraversion, soit en préférence introversion. On va aussi chercher quel type d'information on utilise spontanément. C'est notre façon de capter le monde, soit en sensation, soit en intuition. On va chercher le processus par lequel on prend des décisions. Donc là, on retrouve un peu ce qu'Eric disait tout à l'heure dans le disque. Soit on va le chercher en préférence pensée, soit en préférence sentiment, donc plus avec une recherche de vérité objective dans la pensée, alors que dans le sentiment, on est plus axé sur l'humain, sur l'harmonie. Et la dernière dimension, c'est la façon dont on aborde le monde qui nous entoure. Donc, soit en jugement, soit en perception. Donc, en jugement, c'est on va vraiment planifier les choses. Et en perception, on va accueillir les choses de façon beaucoup plus naturelle et spontanée. De façon concrète, comment ça se passe? Je vais rester là-dessus. J'ai mis voilà, moins de slides. Merci, Alexandre. Le participant va passer le questionnaire et ensuite, on va se retrouver autour d'un entretien où on va expliquer ces différentes dimensions et explorer différents thèmes. En début de chaque entretien, on fixe un objectif concret, c'est-à-dire que chaque personne arrive avec sa problématique. J'ai du mal à gérer mon stress, ça ne va pas du tout dans mon équipe, j'ai du mal à communiquer. Et en fonction de cet objectif concret, on va explorer ses préférences pour comprendre dans quelle préférence le participant se situe.
Ensuite, il choisit sa préférence et c'est à ce moment-là qu'on lui dévoile les résultats du questionnaire. Et on va se poser la question du différentiel. Moi, je me vois en extraversion, mais dans mon questionnaire, je suis en introversion. Pourquoi? Et on va explorer en fait toute cette dimension, d'où l'approche vraiment coaching du MBTI, où on va tout de suite explorer la personnalité de la personne. En fonction de ça et de l'exploration des 4 dimensions, on va déterminer un profil. C'est le participant qui détermine son profil avec l'accompagnement du formateur ou du coach. Et un rapport lui est remis, un rapport de 24 pages qui va lui permettre d'explorer de façon assez détaillée sa posture au travail, sa façon de communiquer, sa gestion du stress ou du changement. Donc, en fonction de ça, on peut encore aller plus loin et développer le MBTI, ce qu'on fait aussi en formation. Merci. Alors, le public, comme sur les 2 précédents questionnaires et tests de personnalité, le public, ça peut être tout public. Donc, on l'utilise beaucoup avec les managers et dirigeants, notamment au travers d'entretiens. Ça marche très bien parce qu'on a vraiment une approche coaching qui est assez puissante pour tout de suite être dans le concret et trouver des axes d'amélioration et des stratégies d'action avec le manager ou le dirigeant. On l'utilise évidemment en équipe, soit en intra, soit en inter. En intra, ça permet vraiment de créer une cohésion d'équipe et de voir vraiment les différences entre personnalités de façon très bienveillante et axée sur des objectifs professionnels. Comme le disait tout à l'heure Eric, on fait vraiment attention à ne pas aller trop loin sur l'intime et rester sur quelque chose d'orienté très pro. En inter, ça fonctionne aussi très bien parce que les gens peuvent être aussi plus libres d'échanger. Et on l'utilise bien sûr avec des particuliers en coaching de vie notamment. Alors, l'intérêt du MBTI, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment que celui qui fait l'entretien et qui passe le questionnaire est complètement acteur de la détermination de son profil. Donc, il part de choses très concrètes et de problématiques qui le concernent. Et on va chercher des préférences naturelles, non pas uniquement des compétences. Et on va essayer de comprendre finalement ses zones de confort et comprendre comment il peut en sortir en basculant sur l'autre préférence et comment gérer. Typiquement, quelqu'un qui est en introversion, qui gère une grosse équipe et qui a beaucoup de réunions, on va chercher comment il peut passer en extraversion pour animer correctement une équipe, mais surtout comment se ressourcer sur des moments qu'il a pour lui, pour éviter d'arriver en fin de semaine complètement sur les genoux. Donc, un très bon outil de coaching pour accompagner des problématiques précises et un excellent atelier en équipe pour créer une cohésion de façon ludique. Voilà, c'est plutôt simple. En général, c'est des bons moments pour les participants. Alors, les applications que j'ai évoquées un petit peu avant, les problématiques qui reviennent souvent, soit en développement perso, c'est vraiment en résolution d'un problème précis, la gestion du stress, pourquoi j'ai un petit peu de mal sur telle ou telle situation, et la construction de sa carrière, comment je vais un petit peu plus loin et je passe un cap tout en restant moi-même et authentique. La deuxième dimension, c'est comment je travaille avec les autres, les relations interpersonnelles, le style de communication, la résolution des conflits. Et la troisième dimension, c'est comment je me développe et comment je m'épanouis au sein d'une équipe, d'une organisation. Donc, comment je développe mon leadership, comment je gère plus efficacement le changement, comment je valorise la diversité dans une équipe, comment je peux analyser mon équipe et la culture plus large de ma structure et de mon organisation. Et puis, toutes les autres dimensions qu'on peut mettre en place en début d'entretien. Typiquement, les managers qu'on peut accompagner, un manager qui a plutôt une approche harmonie au sein de l'équipe, on va l'aider à se dire, OK, mais comment je communique avec ceux qui, dans l'équipe, sont vraiment orientés tâches, orientés planning? Quel est le discours que je peux leur amener pour les intéresser à un projet? Donc voilà, on part vraiment sur des choses concrètes pour qu'ils puissent s'adapter à leurs équipes. Alors, comme je disais, bien sûr, alors le MBTI et les droits du MBTI sont détenus par The Myers-Briggs Company qui forment les praticiens certifiés.
Donc, c'est vraiment un outil qui est encadré, même si on retrouve des trucs plutôt sympas sur Internet. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez faire la démarche jusqu'au bout, faites appel à un praticien certifié MBTI. On l'utilise en individuel au travers d'entretiens qui durent 1h30, 2 heures, voire 3 heures pour certains praticiens, ou en groupe. Et là, ça peut s'intégrer très facilement à des formations sur 1, 2 demi-journées, voire 2 jours, parce qu'on peut développer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le MBTI sur des dimensions précises. Et les conseils que je peux vous donner, chacun est vraiment le meilleur juge de son profil. Ça, c'est vraiment dans l'éthique du MBTI. On essaye de ne pas être enfermé dans une case, comme sur tous les questionnaires. Donc, c'est vraiment à vous de travailler sur vous pour déterminer qui vous êtes et finalement le mettre en exergue au travers du MBTI. C'est important d'arriver avec une problématique précise parce que ça rend les choses plus concrètes et émotionnellement, on intègre beaucoup mieux quand on est concerné par la situation. Et en équipe, c'est bien d'avoir un objectif commun. Et puis, on permet à chacun d'avoir aussi son objectif perso. Il le dévoile ou il ne le dévoile pas, mais on se questionne au fil de l'eau sur un objectif commun et un objectif perso. Voilà. Merci. Super, merci beaucoup Claire. Merci beaucoup. Du coup, on va terminer avec toi, Françoise. Oui, avec plaisir. Eh bien, moi, je suis formatrice et coach et certifiée aux outils DISC et WPMOT. Et comme Claire, j'anime des formations de management avec une expérience de management un petit peu longue qui me permet de pouvoir partager mes pratiques. Le WPMOT, eh bien, c'est Workplace Motivator. Comme le DISC, le WPMOT analyse les réponses aux questionnaires réalisés en ligne pour mesurer, évaluer les facteurs de motivation. Donc, le DISC, c'est le comportement, la partie visible de l'iceberg. Le WPMOT, c'est plus compliqué d'identifier les motivations d'une personne. Ça ne se voit pas en le regardant simplement. Donc, il fournit des indications sur la raison des agissements, le pourquoi je fais les choses, pourquoi j'agis. Le DISC, il va vous fournir des indications sur le comment je le fais. C'est la différence et c'est pour ça que ce sont des outils très complémentaires. Donc, l'outil DISC, il va nous permettre de comprendre ce qui motive une personne, de mettre en lumière ce que le répondant considère comme important dans son environnement de travail et de connaître ses moteurs d'action, d'identifier ce dont il a besoin pour s'épanouir, ce dont il a besoin pour être engagé dans une action. Tout comme le DISC, c'est neutre. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Chaque valeur a des forces et chaque valeur a des axes d'amélioration. Donc, c'est important de partir sur ce principe-là. Il a été conceptualisé par un monsieur qui s'appelle Edward Spranger, qui est philosophe et psychologue allemand. Il a identifié 6 attitudes et ces 6 attitudes correspondent aux lunettes que nous portons pour juger le monde qui nous entoure. Chaque attitude pouvant être exprimée comme un moteur ou un filtre à nos actions. Comment nous évaluons positivement ou comment nous jugeons négativement les choses dans la vie. Ça se voit dans les conversations qu'on peut avoir, autant au travail qu'entre amis. Les attitudes, sur la slide suivante, les 6 attitudes de Spranger, eh bien, c'est la connaissance, voilà, comment je valorise la connaissance et la découverte, comment je valorise l'utilité, retour sur investissement, la notion d'efficacité, comment je valorise l'environnement, l'harmonie, l'équilibre, l'aide aux autres, le pouvoir d'eux, pas le pouvoir sur, la liberté, l'affirmation de soi, les principes de vie. Voilà les 6 attitudes. Je vais vous les développer un peu plus pour que vous ayez une idée un peu plus précise sur les slides suivantes. Dans le rapport qui est édité à la suite du questionnaire WPMOT, il y a plusieurs choses qui sont analysées dans le rapport et on y trouve ce graphe qui
nous permet d'identifier, en fin de compte, les résultats. Encore une fois, c'est pas bon ou mauvais, c'est notre identité motivationnelle. Selon les niveaux, vous voyez que les couleurs partent un petit peu plus à droite, ou par exemple pour la connaissance, ou un petit peu plus à gauche sur la partie violette, par exemple, d'environnement. Donc, je vais vous détailler donc vous avez des scores qui sont indiqués pour nous permettre, en fin de compte, de voir ce qui est le plus important et ce qui est le moins important dans chaque dimension. Alors, je veux bien que tu passes à la slide, voilà. Dans les 6 attitudes, donc la connaissance. Alors, la connaissance, c'est est-ce que j'ai besoin, encore une fois, c'est une question de besoin, est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour le plaisir? Est-ce que c'est important pour moi de découvrir de nouvelles choses, de comprendre toutes les opportunités d'acquisition? Est-ce que c'est important pour moi? Donc, je vais lire des bouquins, je vais dévorer des livres, je vais être dans cette posture-là, c'est essentiel. Ou alors, à l'inverse, sur la partie gauche de cet axe, c'est pas nécessaire, j'ai pas besoin d'apprendre. Non pas, voilà, si j'ai besoin d'informations sur le management, je vais me documenter à ce moment-là. Mais si j'en ai pas besoin, je vais me fier aussi à mon intuition. Je vais être quelqu'un qui capitalise sur ce que je sais déjà, mon expérience terrain. Donc, dans le recrutement, eh bien, ça peut être un élément qui va être important. Je vais valoriser peut-être les études, l'expérience universitaire d'une personne, ou alors je vais valoriser l'expérience terrain du collaborateur ou de la personne que je vais recruter. L'utilité, l'utilité, c'est est-ce que j'ai besoin pour être engagé d'un retour sur investissement? Est-ce que j'ai besoin que toutes les ressources soient exploitées en termes de talent, en termes d'énergie, en termes de ressources, ou pas du tout? Et c'est pas important pour moi, mais c'est ce qu'on appellera plutôt désintéressé, plutôt le bien commun. L'environnement, c'est soit harmonieux. L'environnement, ça va être je suis sensible à l'harmonie, j'ai besoin de sens, de cohérence. C'est l'écologie humaine. Je vais être attentive autant au fond qu'à la forme. C'est important pour moi. À chaque fois, c'est important pour moi. J'ai besoin de ça pour être engagée. Ou alors, pas du tout. Je vais être plutôt dans l'objectivité, la fonctionnalité. Et on verra des personnes qui, par exemple, le choix d'un bureau dans une entreprise, qui vont être sensibles en disant, moi, je veux un bureau avec une fenêtre, et une autre personne qui va dire, moi, ça m'est égal, il peut même y avoir des cartons dans mon bureau, c'est pas un problème. Et automatiquement, ça va créer peut-être des différences. La 4e attitude, l'aide, eh bien, je vais valoriser l'aide, je vais donner de l'importance à aider les autres. Donc, je vais être plutôt dans une posture de coopération, ce qui peut être important dans une entreprise pour qui travaille en silo. Une personne qui a cette notion développée va être portée à la collaboration gratuite pour les autres. Je vais aider dans les 2 cas, même si sur la partie gauche de l'outil, je vais être plutôt sélective dans mon aide. Je ne vais pas aider de la même façon. Je vais aider si c'est utile. Je vais aider si la personne, elle se bouge aussi. Et puis, je vais aider aussi avec une intention. Qu'est-ce que ça m'apporte. Le pouvoir, et comme je le disais tout à l'heure, c'est le pouvoir de ma liberté d'action. Ça va être, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'être maître de ma vie, maître de la direction que je prends dans ma vie. Alors, ok, je peux prendre l'avis des autres si je dois prendre une décision, mais la décision, c'est moi qui la prends. Et ça, c'est important pour moi. À l'inverse, collectif, c'est pas important pour moi. La décision, on la prend ensemble. Ok, j'ai pas besoin d'être reconnu pour cette prise de décision. Donc, je privilégie le nous pour caricaturer un petit peu dans cette posture en fonction de mes résultats. Et puis, la dernière attitude, eh bien, c'est les principes de vie. Intransigeant, ce sont des mots forts, mais dans les débriefs, on va questionner sur la signification des mots pour le répondant. Principe de vie, eh bien, partie droite, je crois en des principes forts. C'est important pour moi, des principes de vie. Donc, mes choix, je n'en déroge pas. Donc, je vais être quelqu'un qui est affirmé sur mes idées. Mais je peux être anarchique aussi.
mais je suis affirmé dans mon anarchie. Mais donc, je vais être dans cette partie droite de l'outil quand même. Ou alors, je suis tolérant et je suis ouvert aux idées des autres. C'est pas un problème. L'avantage de quelqu'un qui est sur la partie droite, c'est que dans une entreprise qui a besoin que les valeurs soient respectées, eh bien, cette personne-là, elle sera le garant des valeurs et on pourra compter sur elle pour que ce soit représenté et que tout le monde en ait conscience de ces valeurs. Voilà pour ces 6 attitudes. Vous voyez, il y a des forces, il y a des points de vigilance et c'est important de les connaître pour prendre du recul et c'est ce que l'on travaille avec le participant, le répondant, quand on analyse les réponses, en quoi c'est un atout, en quoi c'est une force, en quoi c'est une difficulté. Voilà pour ça. Et donc, pour la suite, ça s'adresse à des managers, ça s'adresse aux équipes du manager. C'est même peut-être aussi pour la vie privée, mais on l'utilise beaucoup dans le management. Et pour la slide suivante. L'intérêt, eh bien, c'est un outil de développement personnel comme les autres tests que l'on a vus tout à l'heure. On optimise son efficacité parce qu'on se connaît mieux, on a du recul. On explore avec le collaborateur ce qui le motive, donc c'est important aussi d'avoir ça, c'est le moteur. Comprendre ce qui pousse le répondant à agir, ses moteurs d'action, c'est une compréhension, hein, on regarde autrement. Comprendre son système de valeurs, anticiper les conflits de valeurs entre le poste, l'entreprise et la personne. Et puis, avoir une vision plus claire du sens et du but de notre vie. Mieux se connaître, être aligné avec ce qui nous semble important et également pour notre collaborateur, améliorer la satisfaction dans le travail, du coup. Et puis, surtout, valoriser la diversité, la compréhension de l'autre. Quelle est ma différence? Quels sont mes atouts parce que je suis différent des autres? Et quels sont les atouts de l'autre parce qu'il est différent de moi? Au lieu de s'opposer, donc ça réduit les conflits, au lieu de s'opposer, j'apprécie la complémentarité. Et ça, c'est extrêmement important dans les entreprises de trouver l'autre bizarre parce qu'il ne voit pas le monde de la même façon que moi. Ça explique pas mal de choses. Et puis, ça réduit le turnover parce qu'on se sent bien et on s'occupe de nous. Et la slide suivante. Comment l'utiliser? Tout comme le disque et d'autres questionnaires, d'autres tests. On passe un questionnaire en ligne. Il y a une découverte qui peut se faire avec un débrief individuel qui dure environ 1h30. Ou on peut faire également un décryptage en collectif lors de la formation avec une possibilité de débrief individuel. Donc ça, c'est vraiment à la carte en fonction des besoins des personnes et des problématiques, des envies d'accompagnement sur du court terme ou du long terme. Débrief et formation DISC et WP Mode sont toujours réalisés par des personnes qui sont certifiées aux outils, comme Eric le disait tout à l'heure. Et puis, on l'utilise beaucoup dans des parcours de management. DISC pour une première journée, WP Mode pour une deuxième journée. Donc, c'est le comment j'agis et le pourquoi j'agis qui sont du coup traités dans les formations. Et ça s'utilise en un accompagnement individuel de manager également. Voilà pour des utilisations, mais c'est vraiment en fonction des sujets et des besoins. Et puis, tu peux même mettre la slide suivante. Eh bien, mes conseils, eh bien, c'est une magnifique occasion de partage. C'est vraiment l'occasion de se dire, bon, ben voilà, on va échanger ensemble entre les collaborateurs d'une équipe, entre le manager et les collaborateurs entre eux. On le propose lors des ateliers de thématiques, de communication, de gestion de conflits, valorisation des différences, c'est vraiment extrêmement important. L'intelligence collective, on profite de tout le monde, de tous les talents de chacun. Leadership, développer son leadership et la cohésion d'équipe. Voilà pour le WP Mode. Merci. Très bien, merci. Merci beaucoup, Françoise. Avant de passer aux questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions maintenant. Je vois que c'était assez studieux, tout le monde écoutait. Juste une dernière slide pour un peu en mode de conclusion sur l'usage qui est fait et comment la manière dont nous incluons ces tests, ces différents tests dans les parcours qu'on peut mettre en place et dans les modules qu'on propose et qu'on construit avec nos clients. Du coup, juste pour vous montrer, sur le StrengthsFinder, on l'utilise pas mal en leadership. On l'a notamment utilisé avec un client dans le monde entier, sur 850 directeurs de magasins, donc un client qui est une marque de luxe italienne.
Donc voilà, c'est un moyen dont on l'a utilisé et qu'on a intégré ce test pour démarrer, identifier, comme vous l'avez globalement dit, les points forts, les points faibles et pouvoir personnaliser aussi derrière le parcours de formation et l'adapter à ces différents directeurs de magasins. Sur le disque, on l'utilise régulièrement sur des managers, comme tu disais, Eric, pas des jeunes, mais des gens qui sont en devenir ou qui sont en mode transition et qui ont besoin du coup de réfléchir sur leur personnalité pour prendre un poste ou pour évoluer. Donc ça, on l'a fait sur certaines marques premium, notamment des marques françaises. Sur MBTI, on l'utilise sur différents postes, mais globalement sur des managers ou des top managers du COMEX, du CXO. Et pour exemple, on l'a utilisé sur l'ouverture d'un flagship parisien, une grosse marque de luxe, notamment pour souder les équipes au moment du lancement, juste avant le lancement. Et enfin, WP Mode, alors merci Françoise de l'avoir présenté parce que je pense que c'est peut-être un des moins connus des 4. On l'utilise en leadership, en cohésion d'équipe. On commence à l'utiliser auprès des équipes et notamment, ce qu'on disait hier avec Eric, on l'utilise notamment nous en interne en mode formation de formateurs en interne à Texagère. C'est pour l'instant l'usage qu'on en fait, mais je pense que c'est amené à beaucoup se développer. Donc voilà, je pense que c'était intéressant pour l'audience, pour les gens qui nous suivent, d'avoir quelques exemples assez précis. On peut maintenant passer aux questions, s'il y en a. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient passées. Merci à tous du coup pour votre participation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre maintenant. Je vois qu'il y a Florence qui disait qu'elle était très intéressée par le MBTI, donc ce que tu avais expliqué, Claire, que c'était plutôt pour des personnes expérimentées, 40-60 ans. La question était, est-ce qu'on fait plutôt de l'exploration individuelle ou aussi la possibilité de regrouper des sessions de formation collective? Je pense que tu as en partie répondu à la question, mais je ne sais pas si tu voulais ajouter un petit mot dessus ou pas. Alors, oui, bonjour Florence. Alors, j'ai lu les questions en même temps, Alexandre, ça me permet de répondre, il y en avait plusieurs. Donc, oui, donc la réponse au collectif, on l'a fait pendant la présentation. 40-60 ans, oui, je dis ça parce que c'est vraiment intéressant, cette période-là, dans le sens où on voit que c'est plus compliqué de se rappeler finalement quelles sont nos préférences naturelles, parce qu'on a déjà exploré beaucoup de préférences au travers notamment de notre vie professionnelle. Et on sent que c'est assez riche et assez révélateur chez ce type de manager notamment. Par contre, ça peut s'utiliser dès 17-18 ans, de façon assez souple. Et on voit que dans ces cas-là, c'est beaucoup plus tranché. C'est-à-dire que comme les personnes sont au début de l'exploration de leur personnalité, c'est beaucoup plus facile de trouver les préférences naturelles de ces personnes. Et comme tous ceux qui sont autour de la table, je pense qu'on est assez convaincus que plus tôt on travaille sur sa personnalité, plus tôt on se développe de façon harmonieuse. Donc, ça peut s'utiliser assez jeune, mais c'est assez révélateur de la tranche d'âge. Voilà, quand on a un tournant de vie professionnelle, c'est assez puissant comme outil. Florence, vous aviez une deuxième question. Est-ce qu'on peut le faire du coup en inter, par exemple avec des managers de différentes entreprises, des franchises? Oui, bien sûr. C'est hyper intéressant déjà parce qu'il y a de l'échange entre personnes et que souvent les problématiques rencontrées sont les mêmes avec des personnalités différentes. Donc, ça peut être très riche en inter. Ouais. L'apport entre l'intra et l'inter est un peu différent du coup. Absolument. Voilà. Une expérience différente. Alexandre, tu as raison. On va l'aborder différemment dans les objectifs qu'on va se fixer et dans les thématiques qu'on va aborder. Donc, c'est-à-dire qu'on va préparer la formation différemment pour créer la dynamique en intra différemment dans l'inter. Absolument. Ok, super. Je pense que ça répond bien à la question. On avait une autre, il y a des questions qui arrivent de Julien, de Camille. Camille nous demande, Julien, on va répondre à votre question après. Dans le cadre de la création d'une équipe from scratch, donc à partir de rien du tout, par quel outil on peut commencer? Je ne sais pas qui veut répondre, mais ou est-ce qu'il y a une réponse je vais prendre la parole.
Ceux qui sont peut-être les plus simples à prendre en main et peut-être le plus diffusés aujourd'hui dans le grand public. Alors le disque, comme on le disait, il est déjà bien connu. Mais attention au risque de caricature, toujours. Mais dans la cohésion d'une équipe, ça fonctionne très très bien. J'ai parfois vu chez certains clients que ça se diffuse vraiment dans la culture d'entreprise. Et après, quand on passe dans les bureaux chez les clients, on voit les couleurs sont affichées sur les portes. Alors, on tombe un peu dans la caricature, bien sûr, hein, mais au moins, ça infuse assez vite et c'est plutôt fédérateur. Le StrengthsFinder, moi, quand je l'ai utilisé, je l'ai trouvé aussi particulièrement pertinent parce qu'il est basé sur un principe de psychologie très positive. Hein, c'est qu'on ne va pas pointer les faiblesses, ce qui peut être un peu parfois le danger du disque. On dit ah oui, mais attention, les jaunes, leurs limites. Alors que dans le StrengthsFinder, on n'a pas du tout cet effet-là et c'est vraiment de mettre en avant les forces des uns et des autres et comment elles peuvent contribuer à l'harmonie, à l'efficacité, à la performance du collectif. Donc, à mon sens, Disc et StrengthsFinder sont plutôt intéressants pour des équipes en construction. Et Claire-Françoise, arrêtez-moi si je peux me tromper, mais le WPMOT et MBTI me semblent plus intéressants pour des gens un peu plus en maturité, des équipes moins jeunes. Je dirais, c'est peut-être avec d'autres objectifs, en tout cas pour le WPMOT, mais tu as raison, pour moi, la première étape, enfin l'étape facile, accessible, le disque est ludique et facile à comprendre très rapidement. Donc, ça crée un langage commun assez facile dans une équipe. Donc, pour moi, c'est vrai que je trouve que c'est une étape assez évidente pour commencer. Même approche que Françoise. Hein. Ça dépend vraiment des objectifs. Comme je disais, le MBTI peut être utilisé très tôt, mais effectivement, je pense que le disque est vraiment ludique aussi. Donc, voilà. Ouais. Plus adapté. Ok. Alors, il y avait une question aussi de Camille. Merci encore. Hein, et, une question peut-être un peu piège pour le recrutement, point d'interrogation. Oui. C'est vrai qu'on entend Alors, nous, c'est pas forcément notre cœur de métier, le recrutement. Nous, on est vraiment, enfin, t'exagères, et vraiment beaucoup plus centré sur la formation, notamment intra-entreprise. Mais après, je ne sais pas, dans votre expérience, peut-être que vous menez aussi certains recrutements, vous allez peut-être pouvoir nous dire. Je sais qu'il y a des biais, des fois, on utilise les tests dans les recrutements, c'est à utiliser de manière avec parcimonie et au bon moment, je crois. Donc, je ne sais pas si vous me confirmez. Alors, si je peux répondre pour ma partie, en fait, effectivement, le StrengthsFinder n'est pas à utiliser pour les recrutements, parce que c'est un outil de développement et non pas un outil de sélection. Et ça, les créateurs du StrengthsFinder insistent beaucoup sur cet aspect déontologique, de l'utiliser vraiment dans un but de développement personnel. Même chose pour le MBTI. Voilà. Oui. Concernant le WPMOT par exemple, ça peut être un outil, s'il y a une hésitation entre deux profils en termes d'accord et de complémentarité, à partir du moment où l'entreprise a déjà une idée de ce dont elle a besoin. Donc, il y a un travail qui est fait avec les outils TTI, hein, qui sont l'éditeur du disque et du WPMOT, qui font que le professionnel qui recrute identifie déjà de quel profil il a besoin pour voir en fin de compte ce qui se rapproche et non pas d'aller à la pêche aux forces qu'il va trouver à droite à gauche. Donc, c'est vraiment une façon très encadrée de pouvoir l'utiliser, non pas c'est vraiment quand il y a une hésitation et ce qui va faire pencher dans la balance. Mais je suis d'accord sur la vigilance. Hein. Je vais terminer sur le sujet aussi. Effectivement, c'est souvent maladroit ce type d'outils en recrutement. En recrutement, généralement, on va chercher plutôt des compétences et tous les outils dont on a parlé sont des outils de comportement. La différence entre les deux est importante. Il y a d'autres outils qui sont assez indiqués dans le cadre de recrutement. Je pense à des gens comme Assess First ou autres qui font ça très bien. Par contre, des outils type comportement comme ceux dont on a parlé, ça peut être intéressant de les utiliser après dans une étape d'intégration. Alors, nous, par exemple, chez Texagère, on le fait systématiquement pour tous nos nouveaux collaborateurs. Ils passent tous le test disque et ça permet d'échanger entre nous, de savoir en fait comment fonctionne l'autre. Donc, ce sont des excellents outils. Alors, je dis ça pour le disque, mais c'est valable pour les trois autres aussi. Hein. Ce sont des outils qui vont permettre de faciliter la collaboration pour comprendre comment l'autre fonctionne et comment l'intégrer au mieux dans une équipe. Donc, dans une étape où souvent d'évolution interne, c'est aussi assez judicieux. Une fois que le
choix est fait, parce que le choix, il est fait sur des compétences. Après, savoir comment fluidifier la communication au travers de notre comportement, de nos motivations, quel que soit le test qu'on utilise, là, c'est plutôt intéressant. Ok. Donc plutôt surtout ne pas utiliser ces tests de comportement en process de recrutement, mais plutôt en fin de recrutement, voire en onboarding et en intégration des collaborateurs. Ok, c'est très clair. Il y avait une question de Julien, alors qui concerne plus comment se faire certifier sur ces tests de personnalité, comme vous avez pu le faire vous dans votre évolution de formateur et de consultant. Et du coup, est-ce que ces certifs sont finançables par un CPF ou pas? Question précise. Alors, le MBTI, du coup, ce que je disais tout à l'heure, comme les droits sont détenus par Myers Briggs Company, il faut passer par eux, et oui, c'est finançable par CPF. Pierre-Alain, sur StrengthsFinder? Alors, c'est une bonne question. Ça, je ne sais pas si c'est finançable par le CPF, parce que effectivement, StrengthsFinder, c'est une entreprise américaine. Alors, je sais qu'ils ont des bureaux à Londres, et maintenant, il y a une équipe à Paris. Donc, je peux me renseigner auprès de l'équipe de Paris, voir si c'est finançable par le CPF. Mais effectivement, la certification, tu passes par eux, toi? Mais pour la certification, je suis passé par le bureau de Londres. D'accord. Mais il y a un bureau à Paris maintenant. Enfin, en tout cas, il y a une équipe à Paris qui certifie en français. Parce que moi, à l'époque, je l'ai fait en anglais. Ok. Et du coup, sur TTI? Alors, TTI, c'est un organisme de formation français, donc je ne doute pas que ce soit éligible au CPF. J'avoue que je ne me suis pas posé la question et que moi, je n'ai pas utilisé mon CPF pour le financer. Ouais, moi non plus. Non. Ouais, moi non plus. J'ai financé toute seule, donc je ne sais pas. Mais on peut effectivement s'intéresser et pouvoir vous répondre sur ce sujet. Le sujet, oui, Julien, si vous voulez, on peut correspondre aussi par email. Et il y a Florence qui complétait, est-ce que c'est éligible Allure, finançable par OPCO pour les salariés? Alors, finançable par OPCO, si on veut former nos salariés, sans problème. Pour former des salariés, on en fait plein, des formations. On utilise un de ces questionnaires de personnalité et oui, on rentre dans les dispositifs finançables. Yes, super. Super. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Il est 11h01. On est parfait dans le timing. Je vous remercie tous les quatre. Vraiment, c'était super. C'était cadeau. Je remercie tous les participants aussi. On vous préviendra sur l'arrivée des prochains webinars qu'on est en train de préparer. Ce webinaire-là sera disponible aussi en replay si vous voulez le revoir ou le partager parmi vos équipes. N'hésitez pas. Et puis on se retrouve très bientôt. Merci Claire. Merci Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt du coup. Merci au revoir. à tous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Au revoir.